Je vais passer la parole à notre dernier intervenant, qui est Guy Lavorel, qui est l'ancien président à l'Université de Lyon 3, qui participe de manière active aux travaux de l'Institut, qui participe toujours de manière active aux travaux de l'Institut. Apparemment, j'ai compris que vous étiez rencontré avec Jean Tabimanga en Afrique il y a 30 ans, entre les années 70 et les années 90. Et donc, je te laisse la parole, Guy. Moi, je vais fuir, là. Bon, est-ce qu'on entend? Je trouve un micro. Voilà. Bon, je vais prendre un sujet qui est bien sûr archi connu et intéressant, mais j'ai voulu simplement revenir sur des exemples pour illustrer quelque chose qu'on appelle création lexicale, lexicologie, etc., etc. Bien, alors, j'espère que ça va marcher, mais j'en suis pas sûr. Pourquoi il ne veut pas, j'en sais rien. Ça marche là-haut, mais oui, mais j'arrive pas à avancer. C'est ça le problème. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Simplement repartir à zéro. Ça devrait marcher. Il reste 5 minutes. Oh là là, il commence pas là. Non, mais j'y arrive pas. Mais ça marche? Ça marche là, bon. Mais c'est pas lisible. Si, ça marche, bon. Alors, donc, je rappelle cette citation. Tout le monde crée des mots nouveaux, le savant aussi bien que l'ignorant, le travailleur comme le fainéant, le théoricien comme le praticien. Alors, on pose différents problèmes sur les néologismes. Est-ce qu'on les crée par ignorance, nonchalance, besoin d'exactitude, besoin de se singulariser dans un milieu restreint? Par exemple, en famille, on crée des mots avec des codes secrets. Tout le monde a fait ça. Par simple jeu, ou forcément un jeu qui est simple. Par souci littéraire, poétique, parfois pédantisme, parfois préciosité. Tout ça, ça peut arriver. Exotisme ou exorcisme, ça a été dit il y a 5 minutes. Est-ce que ces mots nouveaux sont spontanés ou travaillés? C'est déjà des questions qu'on se pose. Ensuite, je vais seulement aborder quelques pistes et dire, bon, ben, c'est un phénomène qui est permanent, qui est signe de vitalité et qui dépend donc de l'époque, de l'histoire, des lieux, mais aussi du contexte linguistique qui est effectivement ce qui peut nous intéresser aujourd'hui. Alors, il y a une tendance à la facilité de récupération de ce qui existe ailleurs. Bon, l'anglais, MyTF1, on dit tout le temps, au lieu de mon ou ma TF1, MyMillion, market au lieu de marché, crossover au lieu de véhicule métis, c'est la traduction qu'on a donnée, c'est pas forcément bien, et des mélanges de langues avec monospace, mono étant grec, espace plutôt anglophone. La création dépend des créateurs, mais aussi des récepteurs, et tout ça est important. Un néologisme peut durer ou bien mourir très rapidement. Alors, plusieurs critères, contexte historique, contexte local, contexte linguistique, réception, diffusion, c'est les 4 critères que je vais retenir. Je vais refaire un petit peu l'histoire de la langue, mais tout le monde devrait la connaître. Alors, on a créé des mots déjà à partir du latin vulgaire. Ensuite, au XIIe, XIIIe siècle, on a vu arriver des mots ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, germanique, de l'arabe, très important, n'est-ce pas, Jean ? Avec des mots comme zéro, magasin, jeu, puis vous allez voir le dictionnaire qu'a édité Jean Pruvot, il est très intéressant là-dessus, l'apport de l'arabe. Ensuite, au XIVe, XVIe siècle, c'est une période très féconde puisqu'il y a des découvertes, des guerres, et c'est toujours des bons facteurs, la colonisation qui commence, beaucoup de dérivés. Au XVIIe siècle, on remarque que la langue française, en France, a moins de mots, mais elle exporte Rabelais, en tout cas, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, ça c'est sûr. Ensuite, l'encyclopédie, qui est une période où on va surtout ajouter des mots techniques, ce qui n'est pas inutile du tout. Au XIXe siècle, on le sait, grâce aux romanciers, mais aussi aux poètes et aux écrivains, de nouvelles extensions avec des mots étrangers, francophones ou non. Le sport, j'en ai pris quelques-uns. Steppe, pyjama, qui vient du persan, bled, qui vient de l'arabe. Déjà des argots et des dérivations. Au XXe et XXIe, on emploie bien sûr surtout des dialectes et des patois, mais aussi des emprunts étrangers. Il faut savoir que vers 1930, on ne parlait pas forcément beaucoup français dans les campagnes. Et on n'imagine pas ça, mais c'était une minorité qui parlait le français couramment. Maintenant, on a des sigles,
des argots, des écrits qu'on fait dans les mails ou les SMS et tout ça, avec des néologismes qui ont des dérivations à n'en plus finir, comme iséisation, désidéologiser, hein, vous voyez, c'est tout à fait le genre de création qu'on voit fleurir. Bon, l'histoire aussi est l'histoire culturelle des mots qui dépendent de l'évolution des mœurs, des modes. Bon, on a créé redingote à une époque, c'était Maupassant par exemple, reading coat, hein, qui vient de l'anglais. Les mots en rama, il y a eu une période, c'était assez amusant, on faisait des mots en rama avec panorama, diorama, zoorama, diaporama, cinérama. On trouve ça chez Balzac par exemple. Et l'apparition des mots valises, sornebonagre, donc voilà Rabelais, ridicoculisé, Raymond Rostand, à Péricube et Baragouin, comme vous savez, Baragouin c'est du vin et du pain mélangés. Il y avait même un boulanger de Lyonnais qui vendait du pain gouin. C'était une astuce comme une autre. Extension du sens des mots, la grève, à l'origine c'est une plage, hein, tout simplement, puis ça désigne le sable, et ensuite, ce que vous savez, la toilette, qui est une petite toile à l'origine. Bon. Et puis tout ce qu'on nous a dit survient, on voit très bien comment les mots prennent un sens tout à fait nouveau. L'histoire des mentalités, alors ça c'est intéressant, c'est vraiment le dictionnaire culturel, et j'en ai trouvé un que mon grand-père m'avait donné, c'était le Lachâtre, qui est un dictionnaire assez étonnant. Alors là, je vous ai mis, parce que je crois que c'est vraiment unique, l'article femme, qui va vous... Voilà ce qu'on dit sur la femme. Je vais vous lire, parce que ça vaut vraiment le coup. Type charmant de la nature passive, elle a surtout besoin du soleil pour s'épanouir. À quelque race qu'elle appartienne, si les institutions civiles ou religieuses ne l'ont pas étiolée, elle arrive par la force de la nature à la grâce, à la beauté spécifique. Ainsi, la blanche européenne, la brune asiatique et la noire africaine ont chacune leur genre de beauté. Mais de toutes les femmes, celles qui réalisent au plus haut degré le type de beauté idéal sont celles qui appartiennent à la blanche dite caucasienne et qui couvrent cette terre d'un réseau charmant depuis la blonde et froide anglaise jusqu'à la timide et brûlante indienne. Elles ont en général les cheveux longs, fins, flexibles, bruns, blonds ou roux, une peau blanche et délicate, la chair molle, des formes arrondies, le contour des membres gracieux, les hanches larges, les cuisses fortes et les extrémités petites. Elles ont en partage une taille svelte, l'élégance des membres avec la souplesse et l'aisance des mouvements, la légèreté et la grâce, résultat naturel de la mince flexibilité de leur constitution. Leur voix est douce, leur parler est aisé, facile, agréable, leur morale répond au physique, il en a toute la tendresse et presque la fragilité. Elles sont tout sentiment et imagination. Vous allez voir la suite, c'est pas mal. Elles ne généralisent point comme l'homme, elles ne voient les choses que par image et méditent peu, elles se contentent d'entrevoir les idées sous les formes les plus flottantes et les plus indécises. Néanmoins, elles sont, plus que l'homme, capables d'affection vraie, profonde, durable. Ces caractères généraux sont communs aux femmes de race caucasienne. Toutefois, en les étudiant en détail, on trouve des nuances notables. Alors regardez ça, c'est merveilleux. Leur beauté nationale varie d'une province à l'autre. Sur les hauteurs, elles manquent de gorge. Dans les lieux bas, elles en ont trop. Mais partout, belles ou laides, riches ou pauvres, jeunes ou vieilles, les femmes remplissent par leurs aimables qualités la vie de l'homme du plus suave bonheur qui lui soit donné de goûter ici-bas, et l'on peut assurer hardiment que la santé, la beauté, la vertu, le bonheur dans l'humanité dépendent uniquement de la santé, de la beauté, de la vertu, du bonheur des femmes. C'est quand même assez extraordinaire de voir que c'est dans un dictionnaire. Voilà. Bon, ça, je pense, c'est vraiment le dictionnaire culturel qui date d'une époque et qui fixe une mode. Bon, alors le lieu. Bon, c'est vrai que là, on a plein de choses à dire. Les aboiteaux des Acadiens qui désignent des espèces de petites digues. La courte pointe, qui est le patchwork. Pourquoi on dit toujours le patchwork courte pointe, c'est magnifique. Un sous-marin, on sait que c'est un sandwich. Serpillière, Vassingue, Brenneuse, Pat, ça, ce sont des mots qui signifient tous la même chose, mais selon les régions changent. La traboule lyonnaise, bon, ça c'est absolument évident. Les ordures, les équevilles, les vidanges. La vidange en Belgique, c'est une bouteille. La caillasse, au Niger ou même en Afrique subsaharienne, pour dire le fric, quoi, tout simplement. Ziboulateur, c'est un exemple qui a été souvent pris, ou bouteille. Les mots de vie locale, le poulet bicyclette. Le debout-debout, un debout-debout, c'est un vendeur ambulant, hein, au Gabon. Faire avion par terre, c'est une expression que j'ai eue un jour parce qu'on avait été en retard pour prendre l'avion et notre chauffeur qui nous conduisait à l'aéroport a dit allez, si vous ne faites pas de soucis, on va faire avion par terre. Bon, donc c'est une belle expression qu'on ne trouve plus. Chic-naillé, qui signifie entaillé, aussi un mot. Bon, on adapte ces mots au local. Bécosse, au Québec, qui désigne les toilettes, vient de Beck House. Hein, c'est une... Bon, puis alors on sait le fameux problème de la féminisation des mots.
qui était certainement très québécoise au départ, qui est devenue aussi hexagonale, auteure, écrivaine, professeure, rectrice. Alors, certains disent, mais c'est la plume rectrice, et je ne suis pas une plume du derrière. Hein. Mais aussi suffixe en heure, euse, qui est fréquent en Centrafrique. On a des mots de langue locale, les mots arabes, Médina, kif kif, ambiancé, waron, waron, c'est d'une grenouille, apparatchik, iceberg, bon, tout ça est connu. Contexte linguistique maintenant, niveau de l'angle, c'est important, tous les mots qui désignent une gifle au sens déjà important, soufflet, gifle, calotte, claque, baffe, mordif, mandale, torgnole, taloche, baigne, tarte, et j'en ai certainement oublié. La langue savante, calquée sur le grec, la médecine, la grammaire, bon, le mot lexicopoïèse s'impose comme exemple, la reprise du latin, les néologismes d'écrivains. Alors ça, c'est une création, mais en même temps, je pense qu'on n'insiste pas assez sur la valeur ludique que nous proposent nos dictionnaires. Il y avait une publicité du Robert, à une époque, on voyait une maman avec son fils qui lisait le Robert, et il riait. Hein, c'est la preuve qu'un dictionnaire, c'est pas forcément quelque chose de désagréable, bien au contraire. Bon, notre ami Alison Durand a bien parlé de tout ce qu'il fallait, et elle n'a pas cité l'exemple de Car de Brie, c'est une automobile Car de Brie. Tout simplement, Vian l'a créée à partir de Car de Brie, c'est-à-dire c'est le fromage normand, un Car de Brie, ça devient une voiture pour lui, Car de Brie. Chez Rabelais, évidemment. Michaud, elle a eu raison de nous le citer, c'est un grand créateur de mots, par exemple, les écorcobalis, ça veut dire qu'il écrase. Les hommes en vue, c'est une tribu qu'il invente. Les ixtociles, c'est un animal. Et un trétrodon, je vous signale que ça existe. Même si on pourrait croire d'abord que c'est aussi un néologisme. Bon, Ponge s'abuse beaucoup avec les chèvres belzébutés, ou mieux, belzébutés. Vous voyez qu'on fait des néologismes facilement. Bon, la publicité, les médias, attirer l'attention, le numérique a son importance, on en a beaucoup parlé. Des affixes comme déférencement. Et des inventions, alors ça c'est malheureux, mais c'est comme ça dans la publicité, avec Carrefour, je positif, le verbe n'existait pas à l'origine. Hein. J'optimisme, c'est aussi un nom qu'on transforme en verbe. Je bonheur, le club Méditerranée, tu bonheur, il bonheur, enfin c'est assez étonnant. Les bandes dessinées, moi je trouve que c'est très intéressant au point de vue du néologisme, hein, je trouve. Bon, on sait que ça a été créé par un tel, son créateur dit « passe-moi-le », et puis c'était le mot « le sel ». Et il a dit, passe-moi le schtroumpf. Hein, et c'est devenu, ce que vous savez, le spunz aussi, c'est un mot qui est intéressant, je l'ai pris parce qu'il se ressemble, et le spurz, qui est un terme de viande. Le marsipule a dit, tout le monde sait à peu près, je crois, ce que c'est. Bon, la réception, l'oralité favorise les néologismes dans les médias, dans les chansons, et on peut les reproduire. Ça dépend du contexte. Alors, paparazzi, pas trop développé, ubérisation qui a été finalement bien adoptée, le turboprof, le turbocal, la création politique abracadabrantesque, la bravitude, la raffarinade, les jurons, oui, les jurons, il y a plein le capitaine Haddock, passe en bleu, dictionnaire des injures. Bon, ensuite, il y a tous ces mots que l'on crée, on dirait que c'est Tournesol hein, qui n'a pas compris, et l'appendicite devient le lapin du cirque. Le bonheur des enfants, c'est avec toutes les créations des enfants, c'est merveilleux. Et ça nous rappelle le fameux presbytère qui a été déjà cité de Colette, qui désigne soi-disant un petit escargot jaune et noir, c'est merveilleux. Et puis le coco quackakiki, ça c'est pour ceux qui aiment les Dalton. Comme il ne sait pas dire quando c'est come à qui, quand est-ce qu'on mange ici, et ça devient coco quackakiki. Le canard, la framboise et l'évier, alors ça, tout ça, c'est parce que le mot canard, il a un C, tout simplement parce qu'il y a coin-coin. Et la framboise, c'est tout simplement un F, alors qu'on devrait avoir bramboise, mais on a été chercher la fraise. Et l'évier, on sait que dans des régions, on dit le lévier. Hein, le lévier. Ensuite, je vous raconte une petite anecdote, si on me laisse une minute encore. Le mot bisole que j'ai entendu dans ma jeunesse en Haute-Savoie, on me disait, aujourd'hui, on va avoir la bisole à Clément. Alors, je disais, moi, qu'est-ce que ça peut bien être que cette bisole à Clément? Eh bien, je cherchais le nom d'une ferme, et finalement, on me disait, oui, là-haut, il y a une ferme, et le propriétaire, c'est Clément. J'ai fini par découvrir par moi-même qu'en fait, c'était la bise au lac Léman, qui venait du nord. Hein. Donc, il y a une déformation, mais les gens disaient la bisole. Tous les gens du village disaient tous le même mot.
Bon, c'est montre comment on peut déformer les choses. Bon, l'importance du contexte du genre, c'est-à-dire c'est pas la même chose si vous avez un journal, un style, un poème, un roman, une pièce de théâtre, une science-fiction, une bande dessinée, un film d'audiard. J'ai mis ça parce que quand même, il y a pas mal de mots qui sont truculents. Les jeunes de banlieue, ça, il faudrait insister là-dessus, sur leur capacité d'inventer. Je suis à la conclusion. Et cette phrase du dictionnaire de l'Académie, s'il vous plaît, 4e édition, la néologie est un art, le néologisme un abus. La création reste donc toujours un phénomène vivant, elle porte tant sur le signifiant que sur le signifié. Je pense que Alison Durand a beaucoup insisté sur le côté phonétique des néologismes séviants. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est très important de créer un mot grâce à sonorité. La création scientifique, ou bien le jeu, l'un ou l'autre, le néologisme très savant, mais aussi des créations sans limite, elle peut être une aide à la compréhension, parfois un quasi-désastre. Il y a des néologismes qui ne tiennent pas la route, quand même, il faut le dire. Mais ça reste libre, c'est-à-dire chacun peut y aller, bon, après on est sanctionné par l'usage. C'est donc une scorie ou une merveille poétique, c'est le paradoxe de la langue, la meilleure à la piste des choses, comme disait Ésope. Merci. Bravo, merci.